Vous voyez comment on politise les choses? Instrumentalisation. On aveugle des gens. Ou manipulation. Mais c'est de la pure manipulation. Ah bon? Contraire à leurs propres intérêts. C'est ridicule. Puisque nous disons, au lieu de dépenser 700 millions, dépensons 300 ou 400 millions. Mais ils croient que ce qu'on va économiser, ça va aller où? Parce que nous disons, on va gonfler les dépenses sociales. Est-ce que ce n'est pas bon pour les syndicats? Comment ils peuvent s'opposer à cela? Donc moi, je veux réaliser une économie à votre profit, et vous allez vous soulever contre ça. Et vous me dites qu'il n'y a pas manipulation. C'est de la pure manipulation. Donc il faut que leurs membres puissent les interpeller. Depuis quand un syndicat peut s'opposer à ce qu'on réalise des économies sur des prestations purement politiques, le train de vie de l'État, puisque les élections, c'est un train de vie de l'État, pour affecter de l'argent aux dépenses sociales, et un syndicat va s'opposer à cela, et on dit que c'est un vrai syndicat. Ceux qui s'opposent à cela sont simplement des partis politiques déguisés. Ce n'est pas des syndicats. Qu'est-ce que le syndicat a à gagner à des élections qui sont très coûteuses? Dites-moi, qu'est-ce que le syndicat gagne? Parce que c'est de l'argent qu'on prend là où on peut affecter à augmenter les salaires pour des prestations politiques, électorales. Alors pourquoi le syndicat devrait s'opposer à ce qu'on réalise des économies sur le train de vie de l'État pour affecter aux dépenses sociales qui sont les dépenses favorables aux membres des syndicats? Est-ce qu'un syndicat vit indépendamment de ses membres? Est-ce qu'on a posé la question au petit enseignant, au petit fonctionnaire qui veut qu'on puisse augmenter son salaire avant de venir refuser qu'on économise de l'argent pour les travailleurs? C'est de la pure gesticulation, c'est de la manipulation. Si les syndicats ont dit ça. Monsieur le ministre, et j'aimerais avoir la preuve de ça. Monsieur le ministre, on va vers la fin de l'émission. Malheureusement, le temps nous est parti, arrive à la fin. Vous dites quoi par rapport à cette observation d'un observateur averti de la politique congolaise qui fait remarquer que l'opposition dans son ensemble montre visiblement des signes d'être aux abois, qu'elle perdrait le temps à aller pleurnicher devant la communauté internationale, la MONUSCO, au lieu de se mettre sérieusement à préparer les élections qui profilent à l'horizon. Vous dites quoi, monsieur? Je ne le lui fais pas dire. Je pense qu'il est un bon observateur. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a du gâchis. Ça arrange les affaires de la majorité. Il y a du gâchis. C'est du gâchis. Nous avons tous besoin d'énergie. Nous avons tous besoin de moyens pour aller à ce combat démocratique, aller au-devant du souverain primaire, convaincre les électeurs à nous faire confiance. Mais voici que des gens qui se préparent, soi-disant à ce combat, trouvent le moyen de gaspiller de l'énergie, gaspiller des ressources, à aller vers des non-décideurs. Puisque maintenant la communauté internationale, sur les affaires institutionnelles, n'est pas un décideur. Parce que nous avons décidé de retirer la décision des chefs de guerre, que vous avez appelés belligérants, de la communauté internationale, qui étaient les go-between, c'est-à-dire les intermédiaires entre les belligérants, pour remettre la décision au peuple congolais. Et voici des gens qui s'abîment, qui abîment leurs énergies à aller battre campagne auprès de gens qui ne sont pas décideurs, la communauté internationale. Non, c'est un gâchis. Je pense que cette observation est marquée au coin du sceau du bon sens, le plus élémentaire. Il faut aller vers le peuple. Les élections, c'est il faut aller vers les électeurs. Mais c'est sur le terrain, il faut convaincre les gens que vous avez un meilleur programme. Il ne faut pas aller pleurnicher auprès de la communauté internationale qui n'a rien à voir avec les décisions que nous prenons pour notre pays. On les a pris ici pour exécuter des programmes de rétablissement de la sécurité que nous avons élaborés, nous les représentants du peuple. Donc il ne faut pas aller leur donner un mandat qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas le mandat de décider comment nous organisons notre lit pour dormir. Et la communauté internationale, pour vous prendre le mot, on n'a pas le mandat, mais ça vous conforte quand même. C'est plus des positions de la France, des États-Unis, et la France qui dit, qui considère votre démarche de la majorité de réviser la constitution légale. Les États-Unis, pour leur part, annoncent de soutenir financièrement les élections, mais que les règles des jeux démocratiques soient quand même respectées. Ça vous conforte. Ce sont les principes universels. Il n'y a pas à conforter ou à ne pas conforter. Il est universel que lorsqu'un peuple décide de systèmes électoraux, de la mise en place de ces institutions, qu'il soit seul face à sa conscience.
Il faut éviter les interférences étrangères. Je pense que les amis reviennent à la raison. C'est une question de politique intérieure. Et c'est dommage. C'est dommage que certains d'entre nous croient qu'on peut encore, comme en 60, autoriser ou encourager la communauté internationale à venir s'immiscer dans des affaires domestiques. Il y a des choses pour lesquelles ils n'ont rien à faire. J'ai beau être votre voisin, j'ai beau être votre copain, j'ai beau passer beaucoup de temps avec vous, vous aider dans votre vie quotidienne, dans votre travail et tout ça, il arrive un moment où, après avoir passé une bonne soirée à la maison, qu'on se lève, que vous me disiez bonsoir, on se voit demain, et vous entrez dans votre chambre conjugale avec madame, et moi je n'y vais pas. Donc il y a une limite. Pourquoi les gens croient qu'on peut intégrer les partenaires de la communauté internationale dans toutes les facettes de notre vie? Il y a une limite, il y a quelque part une porte qu'ils ne peuvent pas passer. Et s'ils leur rappellent cela, si la MONUSCO leur dit qu'il y a une porte où vous devez être seul, si la France le leur dit, si les États-Unis le leur disent, pourquoi voulez-vous que nous puissions nous offusquer? Ce n'est que la vérité. Ce n'est pas une aide qu'ils nous donnent, c'est la pure vérité. Et s'ils faisaient autre chose, ils nous trouveraient sur leur chemin. Et ils trouveraient le peuple congolais sur leur chemin. Alors, monsieur le voilà tout. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, hein, votre temps est précieux. J'ai juste un petit mot, hein, avant que je vous demande votre conclusion. Qu'en est-il de cette affaire du général Faustin Mounéné, hein, qui est mis aux arrêts à Brazzaville, la capitale du Congo, d'en face? Est-ce la suite des poursuites déjà entamées dans son pays, à Kinshasa, monsieur le ministre, ou autre chose? Non, on peut dire les choses ainsi. Vous savez que le général Mounéné s'est soustrait à une injonction judiciaire à quitter le pays, est parti, que son nom s'est trouvé par la suite lié à diverses présomptions de crimes, notamment au Bandundu, à des tentatives de déstabilisation de la République à partir de la frontière du Bas-Congo, et que donc il était recherché par nos autorités judiciaires. Et donc c'est cette démarche-là qui a abouti à son interpellation par l'autorité du pays où il avait trouvé une sorte de sanctuaire. Et que nous attendons que la fin du dossier soit son transfèrement ici pour qu'il puisse aider la justice, comme nous disons, à trouver la vérité. Absolument. Parce qu'il n'y a pas plus de 2 semaines, nous avons renvoyé un criminel congolais au Congo-Brazzaville. Il y a de la réciprocité dans ces choses-là. Mais Oujani est toujours en tôle là-bas. Vous avez bien dit qu'il est en tôle. Malgré la demande de Kinshasa. Oui, mais il n'y a pas encore eu une réponse définitive, puisqu'il est encore en tôle. Nous attendons une réponse positive.